en compagnie d'Aurélie Naon, qui sera notre interprète en langue française des signes pour ce webinaire. Bonjour Aurélie, comment allez-vous? Bonjour, j'avais pas le son. Merci. Nous avons aussi l'honneur d'être avec Joris Parisot, notre invité exceptionnel du jour. Bonjour Joris, comment vas-tu également? Bonjour Pierre, super et motivé pour cette journée. Génial. Alors, chers spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous directement via le chat. Vous pourrez bien entendu revoir ce webinaire en replay. Par ailleurs, l'ensemble de nos précédents webinaires sont disponibles sur le site du programme Rebond. Le lien vers le site devrait s'afficher dans le chat dans quelques instants. N'hésitez donc pas à revoir ce webinaire. Merci Laura. Alors, pour nous présenter rapidement et pour ceux qui ne nous connaissent pas, HUP Entrepreneur est l'acteur associatif pionnier dans la représentation et l'accélération de la réussite des entrepreneurs en situation de handicap. Depuis 2008, nous avons accompagné plus de 1500 projets entrepreneuriaux à travers 4 grands programmes d'accompagnement, dont, depuis septembre 2020, le fameux programme Rebond TIH, Travailleurs indépendants handicapés. Alors, le programme Rebond est un programme d'accompagnement 100% gratuit, 100% digital et 100% accessible en langue française des signes. Il est à destination de tous les entrepreneurs en situation de handicap, peu importe votre statut, qui ont commencé leur activité depuis plus de 2 ans et demi et qui souhaitent se donner 3 à 4 mois pour réinventer le futur de leur entreprise ou transformer la crise sanitaire actuelle du Covid-19 en une opportunité. Un autre petit avantage du programme Rebond, il permet à tous nos entrepreneurs de bénéficier de l'aide exceptionnelle de soutien à l'exploitation de la GFIP de 1 500 €. Alors concrètement, comment fonctionne le programme Rebond? Eh bien, c'est très simple. Après avoir effectué un diagnostic approfondi de la situation de l'entrepreneur, son consultant référent attitré l'orientera sur l'un de nos 5 parcours personnalisés. Ainsi, l'entrepreneur sera accompagné individuellement pour développer ses compétences et résoudre ses problématiques, soit avec un mentor expert bénévole du réseau HUP, un mentor dirigeant du réseau Entreprendre Paris ou un coach certifié. Et puis également, dans le cadre du programme Rebond, nos entrepreneurs ont accès à de nombreux avantages. Des formations gratuites, des consultations juridiques, des événements exceptionnels et des webinaires dont celui du jour fait partie. Alors, je vous invite à rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Joris, tu es expert en prospection commerciale. Tu as monté ton entreprise Lemon Class et la fine équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton parcours, s'il te plaît? Oui, merci Pierre. Déjà, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici avec HUP Entrepreneur aujourd'hui pour cette formation en stratégie commerciale. Et donc, j'ai un parcours assez classique, hein. J'ai fait un DUT technique de commercialisation, une école de commerce. Ensuite, je suis parti sur 4 ans de consulting en CRM, notamment pour le CRM Salesforce. Et suite à quoi, j'ai décidé de créer une entreprise qui s'appelait La Fine Équipe et qui s'appelle toujours La Fine Équipe d'ailleurs. Notre objectif, c'était d'aider les jeunes marques, les jeunes créateurs dans la mode, le design, la botanique, la tech, à grossir, se développer et à se faire connaître du grand public. Et pour ça, on avait différents leviers, des pop-up stores géants en plein cœur du Marais. On a créé un réseau de boutiques. On travaillait avec le BHV du Marais et les Galeries Lafayette. Et enfin, on avait un webzine. Et donc, j'ai quitté cette entreprise que j'ai cofondée en février 2020 pour me lancer dans de la formation auprès de porteurs de projets. Et en parallèle, j'ai également accompagné une entreprise qui s'appelait Day One, qui était une entreprise de l'économie sociale et solidaire sur du mécénat de compétences. Et finalement, aujourd'hui, je suis en CDI dans une boîte qui s'appelle GCAN, une start-up qui s'appelle GCAN, qui fait de la mobilité durable. Donc, c'est toujours une start-up de l'économie sociale et solidaire. Et chez GCAN, je suis account manager senior. Je suis un des premiers employés et je les accompagne pour développer le business. Ok, merci beaucoup Joris pour cette présentation et puis bravo pour votre parcours. Merci Pierre. Alors,
pour commencer, la première question que nous avons pour vous, c'est à propos de l'inbound marketing. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous présenter, je vais vous partager mon écran pour pouvoir vous aider à mieux comprendre ce que c'est l'inbound marketing, parce que je vous ai préparé des slides qui vont vous aider à mieux comprendre. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait pour moi. Super. Alors, j'arrive. Déjà, l'inbound marketing, ça fait partie d'une stratégie commerciale plus large. D'accord? C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un levier de croissance. D'accord? L'inbound marketing, qu'est-ce que c'est? L'inbound marketing, c'est une méthodologie qui permet de donner de la valeur à ses prospects ou à ses clients. L'objectif, c'est vraiment de se présenter en tant qu'expert sur son domaine pour donner envie à un maximum de personnes, de prospects, de leads, de venir consulter notre contenu qu'on met à disposition gratuitement. Il y a une image que j'aime bien qui est qu'en fait, pour moi, l'inbound marketing, c'est partir à la pêche où on envoie un hameçon et on a plein de poissons qui viennent mordre à cet hameçon. Et contrairement, on va dire, à l'outbound marketing, à la prospection pure et dure, où en fait, là, on part plus en chasse avec son fusil. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyens de faire de l'inbound marketing. On peut passer par des newsletters, par des blogs, des vidéos YouTube, évidemment les réseaux sociaux, le site Internet, créer des livres blancs ou faire des webinars comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Pierre. L'objectif reste le même à chaque fois, c'est d'aller donner du contenu, donner de la valeur à vos prospects et à vos clients pour leur donner envie de se renseigner de plus en plus sur votre activité et peut-être même devenir finalement client. Alors, j'essaye de passer la slide. Voilà. Alors ça, c'était la prospection avant. C'est-à-dire qu'il y avait de la pub, du marketing. C'était un entonnoir, marketing, pub. Puis on passait dans la vente. Puis on devenait un client. Aujourd'hui, l'inbound marketing permet d'avoir des actions liées au contenu et liées à la valeur qu'on produit, qu'on va pousser vers les clients, les prospects, tout au long du cycle de vente. Au niveau du marketing, mais aussi au niveau des ventes et au niveau du service client. Ça veut dire que pendant toutes ces trous, on appelle ça la roue de l'inbound marketing, on va aller continuer de pousser du contenu, aussi bien en amont de la vente que pendant la vente qu'après la vente, pour continuer à alimenter les clients en informations intéressantes qui vont nous permettre de garder cette posture d'expert dans notre domaine. L'inbound marketing aujourd'hui fait un focus sur la marque plus que sur le produit. D'où la raison de bien comprendre et établir son why, son pourquoi. Pourquoi est-ce que mon entreprise existe? Quel est l'objectif de mon entreprise? Par exemple, chez GCAN, l'objectif de notre mission chez GCAN, c'est d'aider les collaborateurs de l'ensemble des entreprises à améliorer leur mobilité au quotidien. On a une vraie mission derrière la plateforme qu'on vend. À la fine équipe, on organisait des événements éphémères. Mais notre mission derrière, c'était d'aider les créateurs à se développer et de les aider dans leur croissance. Et donc, à travers cette création de contenu, on va mettre en avant les valeurs de notre marque et la mission de la marque. Donc, le but de l'inbound marketing, les 3 buts de l'inbound marketing, ça va être d'attirer des prospects, des clients, interagir avec ces personnes-là en leur envoyant du contenu, encore une fois, des articles, des livres blancs, des vidéos, de les convertir en clients et de les fidéliser en leur montrant qu'on est un expert continu sur notre domaine. Donc ça, c'était avant. Avant, on faisait du marketing, ce qui correspondait, par exemple, à des conférences, à l'envoi de newsletters. Puis, on passait au niveau de la vente. Appel commercial, puis une réunion, puis finalement un achat, puis finalement un client.
Aujourd'hui, on va alimenter vraiment les prospects via nos réseaux sociaux, via des articles, via des événements, via le téléchargement de contenu. On va les amener à venir sur notre site internet, à vraiment se renseigner sur ce qu'on fait. Puis, on va engager une action commerciale, l'appel commercial, et on va les réinviter en webinar pour leur redonner du contenu. Puis, on va peut-être leur envoyer un email commercial et on va repartir sur de l'inbound marketing avec un nouveau téléchargement de contenu en disant « Tiens, j'ai pensé à vous, je pense que cet article peut vous intéresser. » Donc, on ne va pas être uniquement dans une démarche commerciale, mais on va vraiment être dans un objectif de partage de contenu et de montrer qu'on est expert. Et l'ensemble de ces étapes-là permettent de le faire jusqu'à ce qu'il soit même client. Une fois qu'il est devenu client, même après, il faut continuer de l'alimenter pour lui montrer notre expertise et le conforter dans son choix, dans le choix de vous avoir choisi en tant qu'entreprise partenaire. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de faire passer le client d'inconnu à prospect, client et promoteur. Et c'est très important cet aspect promoteur. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut que le client, ça ne soit plus juste un simple client, mais ça soit un ambassadeur qui vienne parler de votre produit tout autour de lui pour ramener de plus en plus de prospects uniquement via de la recommandation. Et une fois que vous avez atteint ce niveau-là, ça veut dire que vous avez réussi votre mission d'inbound marketing et que vous êtes classé en tant qu'expert sur votre domaine qui peut être recommandé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Joris, pour ces explications. C'était très clair. Mais alors, quid de la prospection commerciale traditionnelle? Quelle est sa place à l'heure actuelle? Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que l'inbound marketing, euh, on dit qu'il s'oppose à l'outbound marketing, qui n'est ni plus ni moins que de la prospection, en fait. Pour moi, ils ne s'opposent pas. C'est deux choses complémentaires. Il faut à la fois attirer les clients et à la fois aller les chercher. C'est deux actions, deux leviers de croissance complémentaires qu'il faut utiliser à notre disposition, à la disposition des entreprises, pour aller créer de la croissance et améliorer notre prospection. Et donc, la prospection traditionnelle reste au cœur pour moi des directions commerciales des entreprises parce qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. L'inbound marketing non plus, mais sans outbound, on ne peut pas exploiter la puissance commerciale à son plein potentiel. Et donc, l'outbound marketing, va pouvoir utiliser différents canaux. Et les canaux vont différencier en fonction de vos cibles, forcément. Si vos cibles sont plutôt des cibles B2B, vous allez plutôt utiliser les emails. Alors, B2B grand compte, les emails, le phoning, peut-être LinkedIn. Si vous adressez des petites PME, des petits créateurs, des structures plus petites avec moins de niveau hiérarchique, vous allez peut-être plutôt utiliser Instagram, Facebook, aller les trouver sur des salons ou même du phoning. Et ça, on va être sur de l'outbound marketing. On va aussi peut-être pouvoir pousser des publicités sur Instagram, Facebook et LinkedIn. C'est ce qu'on appelle aussi le retargeting. Une fois que un prospect est venu sur votre site internet, il est possible de lui repousser de la pub sur son LinkedIn et son Instagram. Ce qui fait que c'est un prospect hyper qualifié sur lequel on va aller repousser de la publicité parce qu'on sait qu'il est déjà intéressé par votre produit. Donc, c'est très intéressant de faire ça. Ensuite, il va falloir faire des choix stratégiques sur les réseaux de vente qu'on va adresser également. Donc là, on parle des réseaux de communication, mais il y a les réseaux de vente. Lorsqu'on est, par exemple, un créateur d'entreprise, un petit créateur, j'ai envie de dire, qui se lance, un porteur de projet, est-ce qu'on va aller choisir des boutiques indépendantes? Est-ce qu'on va aller créer notre réseau en nom propre? Est-ce qu'on va aller s'adresser plutôt aux grands magasins? On va peut-être faire des boutiques éphémères collectives, ou vendre uniquement sur Internet, ou vendre uniquement sur les réseaux sociaux. Bref, il y a différents choix qu'il va falloir adresser. Et encore une fois, ces choix devront être faits en fonction de plusieurs choses. Et c'est en fonction en fait de trois éléments, les trois éléments qui composent le triptyque du positionnement, c'est-à-dire quelle est votre cible, quels sont vos clients et quels sont vos concurrents. Et comment voulez-vous différencier de vos clients, comment voulez-vous adresser à vos clients.
D'autres réseaux de vente à adresser, et qui sont aussi des réseaux de communication, il peut y avoir le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, c'est intéressant parce que ça permet d'élargir sa communauté, de tester ses produits et de générer l'entrée de cash flow. Il y a les salons professionnels, très intéressants aussi, parce que là, on a uniquement une cible qui va être intéressée par votre produit et votre univers. Et donc, évidemment, un salon, ça se prépare, mais ça peut être très intéressant à faire. Donc, je conseille de préparer très fortement les salons avant d'y aller avec des flyers, avec un beau merchandising qui donne envie de s'adresser à vous, avec un discours rodé et avec tout un système préétabli pour faire des bons de commande sur place. Et je vous conseille de répéter, mais très intéressant. Les salons grand public aussi, qui peuvent accueillir 30 000, 40, 50 000 personnes. Donc là, pareil, il faut beaucoup les préparer parce que vous pouvez faire beaucoup de volume en fonction des produits que vous vendez et la vente à distance, bien sûr. Et enfin, il y a des partenariats qu'il est possible de mettre en place avec des influenceurs, par exemple avec des influenceurs sur Instagram. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des influenceurs aussi sur LinkedIn. Je pense à Grégoire Gambato, par exemple, lorsqu'il fait un post et qu'il y a 200 000 vues sur son LinkedIn, bah oui, c'est intéressant de faire des collaborations avec ce type de personnes. Vous pouvez faire des partenariats avec des marques. Vous allez mentionner par exemple Fago, créer un partenariat avec Fago qui a une énorme visibilité. C'est très intéressant de faire ça, de montrer votre soutien à des associations comme HUP, comme Petit Cœur de Beurre qui combat les maladies du cœur pour les enfants, par exemple. Et donc, ça va aller attirer un maximum de personnes qui sont sensibles à cette cause et qui sont susceptibles donc du coup d'acheter votre produit. Et enfin, avec des organismes publics, ça peut être intéressant si vous faites des prestations particulières qui peuvent intéresser Pôle emploi, la CAF, la CPAM. Bah oui, ce sont des structures qui ont des gros budgets et auxquelles il ne faut pas hésiter de s'adresser. Donc, ça peut être long, mais ça peut être rentable. Et enfin, pour bien prospecter, il faut effectivement avoir une équipe. Donc ça, c'est le recrutement, hyper important. N'hésitez pas à être très pointilleux sur votre recrutement. Comme on dit souvent dans le recrutement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si vous avez un doute, n'y allez pas. Et préférez prendre un peu plus de temps pour recruter la bonne personne que pour une personne par défaut qui va vous faire perdre du temps en management et qui malheureusement ne sera pas efficace. Parce qu'on parle quand même de votre entreprise et c'est quelque chose, le recrutement, de très stratégique et très important. Et enfin, outil absolument à avoir et à mettre en place au sein de votre entreprise, c'est Google Drive. Google Drive pour stocker l'ensemble de vos documents et les partager en interne avec vos équipes, mais aussi les partager en externe en créant des liens partageables que vous allez pouvoir utiliser dans vos emails de prospection au lieu de mettre des pièces jointes, ce qui va vous faire gagner un temps fou. Deuxième, le CRM, indispensable pour toute personne qui veut faire de la prospection. Utilisez HubSpot, HUBSPOT. C'est gratuit. Je vous mettrai le lien après dans le chat. C'est gratuit. Ça va vous permettre d'avoir une vue 360 degrés sur vos entreprises, vos clients, de l'ensemble des activités que vous avez eues autour de ces clients, c'est-à-dire des emails, des calls, des réunions, des notes que vous allez pouvoir prendre et aussi à un niveau payant qui est environ de 45 € par an, vous allez pouvoir générer des séquences d'emails. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à vous occuper des relances qui vous prennent un temps fou, mais vous allez générer des séquences qui vont automatiquement, tous les 3 jours, 5 jours, 6 jours, relancer vos prospects. Et vous allez gagner un temps fou. Et si la personne répond, elle sort de la séquence. Donc, la personne ne recevra jamais de doublon en termes d'email. On a également les outils de scrapping. Par exemple, sur LinkedIn, si vous voulez réaliser une recherche, je recherche tous les DRH de la région parisienne, vous pouvez utiliser un outil de scrapping comme Phantom Buster. Je vous le mettrai aussi après dans les notes, qui va pouvoir générer un Excel à partir de cette recherche LinkedIn. Et enfin, les outils d'envoi d'email, HubSpot fait très bien l'affaire, il fait très bien le boulot. Mais sinon, si vous avez déjà un CRM, vous pouvez utiliser Lemlist, Lemlist. Et je vais vous le mettre après également aussi dans les notes. Ok, merci beaucoup Joris pour cet éclairage sur la prospection traditionnelle.
Alors, avant de passer à la suite, on a une question dans le chat, une personne qui nous demande comment on fait pour développer un partenariat avec un influenceur. Ouais. En parallèle de répondre à cette question, je vais vous mettre les liens dont je vous ai parlé, Phantom Buster, HubSpot et Lemlist. Comment on fait pour développer un lien avec un influenceur? Eh bien, déjà, la première chose, c'est d'aller le contacter pour lui proposer un partenariat. Euh, Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vous demander de payer. Ils vont vous demander de payer. Et donc, la solution pour ça, je vous ai mis les liens dans le chat, hein. La solution pour éviter de payer, c'est de proposer des contreparties. Donc, ça peut être des contreparties en termes de communication et de visibilité. Ça peut être des contreparties en termes de produits. Mais en général, ce qui est important, c'est d'aller voir un influenceur dont l'ADN, l'image de marque correspond à la vôtre pour pouvoir établir ce partenariat. Et maintenant, si la question, c'est qu'est-ce que j'écris concrètement pour donner envie à cet influenceur de faire ce partenariat avec moi, la réponse, c'est en plusieurs étapes. C'est surtout de créer l'intérêt, c'est-à-dire de lui montrer pour lui l'intérêt d'aller mettre en avant son produit. Il faut montrer l'originalité de votre produit, sa valeur ajoutée et mettre en avant votre why, le fameux why. Pourquoi vous faites ça? Votre mission, c'est quoi? Et d'aller le toucher avec votre mission. Très clair. Merci beaucoup. Alors, avant de passer au B2B, on avait une autre question, c'était quelle est la différence entre la prospection traditionnelle et puis le marketing traditionnel? On va dire que le marketing traditionnel euh, va plutôt aller pousser des publicités plus que du contenu. C'est-à-dire que le marketing traditionnel ne va pas aller, contrairement à l'inbound marketing, donc qui est, on va dire, le nouveau style de marketing, ne va pas aller donner gratuitement des éléments qui vont permettre d'attirer, mais va plus faire passer des messages. En ce qui concerne la prospection traditionnelle, euh, en fait, la prospection traditionnelle, c'est exactement la même chose que l'outbound marketing, que l'outbound marketing, oui, c'est exactement la même chose finalement, sauf qu'aujourd'hui, la prospection traditionnelle va être complétée avec de l'inbound marketing, c'est-à-dire avec cette stratégie de contenu, cette stratégie de mise à disposition et de partage de valeur qui va légitimiser votre statut d'expert. Donc, on va dire que aujourd'hui, on utilise par exemple le terme de marketing pour parler d'outbound marketing, mais en fait, c'est ni plus ni moins que de la prospection. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des interrogations sur la prospection ou le marketing traditionnel. Nous aurons un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Et puis, pour enchaîner, merci Joris pour toutes ces explications. Une autre question qui nous intéresse, c'est comment obtenir le premier rendez-vous de prise de contact avec un prospect? Oui, c'est très important. Pour faire du business, il faut d'abord aller contacter ses prospects, effectivement. Et bien, avant toute chose, il faut commencer par email, hein. On va aller prendre contact avec nos prospects, mais écrire un email, ça demande de respecter une certaine méthodologie. Parce que, en fait, votre prospect, votre interlocuteur, finalement, il s'en fout quelque part de ce que vous avez à vendre et vous n'êtes pas unique. Vous avez forcément un concurrent, que ça soit direct ou indirect. Donc, il va falloir pas lui montrer en quoi votre produit est intéressant, mais il va falloir lui montrer que vous avez compris ses enjeux et que vous l'avez compris lui. Et ensuite, de montrer en quoi votre produit répond à ces enjeux. Mais il faut d'abord montrer qu'on sait, qu'on s'intéresse à cette personne, à cet interlocuteur, qu'on sait qui il est, on connaît ses enjeux et on sait pourquoi on s'adresse à lui. Donc, pour écrire un bon email, l'objectif, c'est d'abord d'aller créer un lien. Bonjour, on se présente. Bonjour, je suis Joris Parizeau. OK. Et ensuite, on parle de lui tout de suite. Bonjour, j'ai vu sur LinkedIn que vous étiez directeur RH. J'ai vu sur Instagram que vous aviez une boutique, par exemple, avec un concept store. J'ai adoré le concept éco-responsable de votre concept store
et ainsi que tel et tel produit que vous vendez au sein de votre magasin. Ou alors, si on est sur une cible plutôt B2B grand compte, j'ai vu que vous aviez récemment fait un post sur LinkedIn qui montre l'importance de la RSE au sein des grandes entreprises. Bref, lui montrer que vous connaissez la personne. Et si on parle d'une entreprise plus grande, le montrer que vous connaissez aussi l'entreprise. J'ai vu sur votre rapport RSE 2019 que vous aviez mis telle et telle action en place. Donc, il y a un vrai travail de recherche de ce qu'on appelle la préqualification des comptes et des contacts quand on travaille avec des grands comptes pour bien comprendre à qui on s'adresse, à quelle entreprise on s'adresse et quels sont les enjeux de l'individu au niveau de son poste et de l'entreprise sur les enjeux plus globaux. Et si on s'adresse à des entreprises plus petites, on va plutôt aller identifier les produits que cette personne vend, les problèmes éventuels qu'elle peut avoir et ses dernières actions de communication, par exemple. Et ensuite, là, on va pouvoir commencer à parler de nous et à expliquer quel est notre projet. Et une fois qu'on a parlé de notre projet, parlé de notre produit très succinctement, 2-3 lignes, on va pouvoir montrer la cohérence dans la collaboration et montrer en quoi on peut créer un pont entre ces enjeux, ces problématiques sur l'entreprise et notre solution, et notre service ou notre produit. Si par exemple, on parle d'un produit et qu'on ne parle pas de service, si je vends des paires de chaussures, éco-recyclées, bonjour, j'ai vu que votre concept store avait un positionnement innovant sur l'éco-responsabilité et solidaire, un positionnement aussi également solidaire. J'ai adoré d'ailleurs tel produit. Cela tombe bien parce que je vends des chaussures qui ont été conçues à base de pneus recyclés, par exemple, ce qui existe, c'est une marque qui existe. Ensuite, on va aller passer sur du call to action via une question ouverte. Quand pourrions-nous nous rencontrer? Qu'avez-vous pensé de tel document, si vous lui avez mis un document à disposition? On part uniquement sur la question ou quand peut-on se rencontrer? Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas est-ce qu'on peut se rencontrer, c'est quand peut-on se rencontrer? On va se rencontrer, ça c'est sûr, mais la question c'est quand. Donc, posez des questions ouvertes et pas fermées. Parce que si vous posez une question fermée, la personne pourra très simplement s'échapper via un oui ou un non. Enfin, souvent un non d'ailleurs. Une question ouverte demande une réponse plus élaborée. Et enfin, les petites astuces pour les rédactions d'email. Préférez des liens Bitly aux pièces jointes. Ça va vous éviter de perdre du temps à chaque fois à joindre une pièce jointe à chaque fois que vous allez écrire un email. Évidemment, signature avec le logo, le nom, le prénom, le téléphone, l'Instagram, le Facebook et le site. Je le précise quand même. Trouvez les noms de vos interlocuteurs dans les mentions légales. Lorsque vous ne trouvez pas votre interlocuteur sur un LinkedIn ou sur un Instagram parce qu'ils font partie d'un grand compte ou d'une entreprise plus petite, mais malheureusement, il n'y a pas le nom, partez dans les mentions légales en bas du site Internet ou les conditions générales. En général, le nom du fondateur y est. Très important, un PS. Lorsque vous renseignez sur un compte, il faut mettre un élément personnalisé au tout début du mail. J'ai vu que vous étiez un magasin éco-responsable, blablabla. Bla, bla, bla. Et on repersonnalise une dernière fois à la fin, tout à la fin, parce que quand les gens lisent l'email en diagonale, ils lisent la première et la dernière phrase. Et si dans la dernière phrase, vous mettez un élément de personnalisation de type PS, bravo pour votre application au sein avec HUP Entrepreneur pour qui vous reversez des fonds tous les mois ou lors de chaque vente, eh bien, la personne, votre interlocuteur, va voir que vous êtes vraiment intéressé à elle et peut-être qu'elle va aller remonter pour lire l'email entièrement. Et enfin, l'objet, personnalisez votre objet. Pierre, virgule, vous avez tant de marques éco-responsables sur votre site. Pierre, virgule, vous avez un taux d'absentéisme de 5,6%. Ou encore, Pierre, virgule, est-ce que la qualité de vie de travail de vos collaborateurs vous intéresse? Ou Pierre, virgule, est-ce que vous souhaitez intégrer de nouveaux produits dans votre boutique? J'essaye de le faire entre grands comptes et plus petites entreprises, donc j'essaie de donner des exemples à chaque fois. C'est très clair. Ensuite, prospection par email toujours, il va falloir aller relancer. N'ayez pas peur de… Alors, tout à l'heure, j'étais encore en coaching avec un entrepreneur qui me disait
j'ai peur de relancer, j'ai peur de déranger, je n'aime pas ça. Il faut relancer, c'est la base de l'activité commerciale. Si vous ne relancez pas, vous perdez 50% de votre potentiel de vente. Vous ne dérangez personne parce qu'en fait, vous êtes en train de proposer de la valeur, vous êtes en train de proposer quelque chose qui va aider votre client. Vous ne le dérangez pas. Moi, si vous voulez faire du business avec moi et que vous ne me relancez pas, vous n'en ferez jamais. Par exemple, il faut relancer, c'est la base de l'aspect commercial. Et l'objectif, encore une fois, et en plus de ça, certaines personnes peuvent être intéressées pour faire du business avec vous, mais n'ont juste pas le temps de vous répondre parce qu'ils ont d'autres activités professionnelles, parce qu'ils ont une vie familiale et parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais ils sont intéressés, malgré ça, par votre business. Donc, relancez-les. Déjà, ça, c'est le premier point. Et donc, lors de la relance, il faut aller réaffirmer l'intérêt qu'on a pour cette personne ou cette entreprise en réévoquant son actualité, ses problématiques et ses spécificités et donner peut-être des retours d'expérience de votre produit. Grâce à mon produit, on a réussi à faire économiser 15 000 euros à telle entreprise. Mon produit a généré dans telle boutique 2 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Bref, montrer la valeur de votre produit via des indicateurs, des KPI, des chiffres clés. Et vous pouvez également utiliser la notion de compelling event. Donc, tous vos clients, ils ont forcément des deadlines qui doivent tenir sur certains sujets, des périodes de vente stratégiques, comme ça, pour une entreprise, une RH, ça peut être septembre, décembre et juin, les moments où on va recruter. Pour une boutique, ça va être Noël, ça va être les grandes vacances. Bref, il faut anticiper ces moments stratégiques et les relancer en leur disant, en leur expliquant, voilà, je me permets de revenir vers vous parce que je sais que Noël, c'est dans 3 mois et j'aimerais savoir où vous en êtes dans votre référencement de produits. Je me permets de revenir vers vous parce que je sais que vous allez lancer votre vague de recrutement pour le mois de septembre. Nous sommes au mois de juin. Ma solution peut vous aider. Donc, il faut le faire tout de suite. Et enfin, pareil, de la même manière, call to action, question ouverte. Ensuite, sur la prospection téléphonique. Bon, avant le call, effectivement, il faut anticiper les objections. Listez l'ensemble des objections possibles que vos clients peuvent faire et mettez en face l'argumentaire face à ces objections. Il faut que vous les connaissiez par cœur, ces objections. Et si c'est par exemple le prix, l'objection, et on dit oui, mais c'est trop cher, il y a des petites parades comme c'est trop cher par rapport à quoi? Comme ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et expliquez pourquoi. Voilà, il y a des petites parades comme ça sur le prix qui permettent d'arriver à convaincre le client. Il faut évidemment connaître son storytelling par cœur pour pouvoir bien l'expliquer. Et surtout, ce qui est important, avant de connaître son interlocuteur, c'est répéter, 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 répéter. Moi, là, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai répété 40 fois cette année. Et c'est pour ça que là, je n'ai pas de feuille, je n'ai pas de stylo, je n'ai rien du tout parce que je connais mon discours par cœur. Mais au début, ce n'est pas possible de le connaître par cœur. Donc, ne vous dites pas, oui, je vais prendre des notes à gauche, à droite et vous allez bégayer, bafouiller, vous allez oublier la moitié. Prenez des notes, ayez un crayon, un stylo. En plus, on est en visio en ce moment, donc c'est encore plus simple. Si on sort du Covid et qu'il n'y a plus de visio, apprenez-les par cœur. Vous les apprenez, vous les répétez, vous les répétez. Et quand vous le connaissez par cœur, là, vous pouvez aller confronter ce discours à vos interlocuteurs. Mais avant, apprenez. Et évidemment, connaissez votre interlocuteur pour faire en sorte de créer un lien avec lui, de lui montrer que vous avez bien compris ses enjeux. Ensuite, pendant le cours, oui. Alors, Joris, on a une question qui nous parvient justement de la part de Véronique. Est-ce que ce n'est pas décourageant de solliciter en permanence des personnes Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect d'être tout le temps dans la… Est-ce que ce n'est pas quelque chose de décourageant? Est-ce qu'il n'y a pas de gêne Voilà, c'est la question de Véronique. En fait, si on parle de gêne, alors il y a deux choses, décourageant et gêne. Décourageant, bah oui, c'est sûr qu'il faut de la détermination pour aller relancer, relancer, relancer. Mais quand on lance une entreprise, il faut de la détermination. Si vous n'avez pas de détermination, je vous le dis, ne lancez pas d'entreprise. Je préfère vous le dire tout de suite. Et deux, en termes de gêne, en fait, il faut se dire une chose, c'est que ce que vous ressentez, tout le monde ne le ressent pas. Ce que je ressens, Pierre ne le ressent pas. Moi, me faire relancer, si quelqu'un ne me relance pas, je me dis qu'il est mauvais. Je me dis que c'est un mauvais commercial, par exemple. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Moi, j'attends de quelqu'un qui veut me vendre un produit ou avec qui je fais une collaboration d'être relancé.
S'il ne me relance pas, je ne le trouve pas sérieux. Donc, ayez bien en tête que c'est votre perception qui fait que vous trouvez ça gênant et pas la perception générale. Parfait. Donc, le début du call, le plus important, c'est le cadrage. Le cadrage, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de prendre en main l'appel et de leader l'appel, de manager l'appel. Et ça va vous permettre de mettre en place un contexte qui va aussi aider à guider le client. Donc, le cadrage va consister à dire, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous poser des questions sur votre entreprise, sur vos enjeux, sur le type de produit que vous vendez, etc. Ensuite, je vous présenterai plus précisément l'entreprise, mon entreprise, en partant des questions que je vous ai posées, parce que c'est vrai que nous, on fait plein de choses dans notre… Là, on justifie un peu le cadre, parce qu'on fait plein de choses dans notre entreprise, et donc je préfère vous parler de ce qui va vraiment vous intéresser. Et enfin, troisième point, on va voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Donc d'abord, parlez-moi de vous, je vous parlerai de moi, et on va voir ce qui est possible de faire ensemble. Et ce qui va nous permettre de passer sur l'aspect découverte grâce à ça. Et pas de passer sur, et ce qui va souvent vous arriver au téléphone, oui, bonjour, ok, j'ai reçu votre email, bah, allez-y, je vous écoute, présentez-moi votre entreprise. Là, il faut switcher ça. Ce que je vous propose, avant de vous présenter mon entreprise, c'est de vous poser quelques questions sur vous, en savoir un peu plus, pour vous présenter ce qui va vous intéresser de mon entreprise et vous éviter de perdre de temps et vous présenter les produits qui vous correspondent ou les services qui vous correspondent. Mais validez quand même. Est-ce que ça vous va? Oui. Une fois que vous avez eu le oui, vous pouvez y aller. OK, bah je vous ai… Et là, on va passer sur la phase de transition parce qu'il va vous dire oui, ça me va. Et là, il va y avoir un blanc normalement. Oui, ça me va. Blanc. Pour éviter ce blanc, c'est OK, d'accord, bah je vous écoute. Présentez-moi. Vous remettez la sauce. Vous remettez un coup. Présentez-moi vos produits, présentez-moi vos enjeux, vos services, etc. Et là, il va commencer à parler. Et là, la phase la plus importante du call va commencer, la découverte. Il faut lister de la même manière que les objections l'ensemble des questions stratégiques qu'il faut vous poser et dont vous devez ressortir après chaque call. Toutes les questions. Et là, vous allez lui poser l'ensemble des questions. Et derrière, quand vous allez partir sur… Donc, lister l'ensemble des questions, reformuler, pardon. Prenez des notes, c'est important. Reformuler. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous avez dans votre magasin 10 marques de prêt-à-porter, dont 3 éco-responsables, et vous êtes en capacité d'en accueillir plus que 2. C'est ça, j'ai bien compris? Oui. Si j'ai bien compris, dans votre grande entreprise B2B, aujourd'hui, vous avez des enjeux autour de la qualité de vie au travail de vos collaborateurs et vous n'avez pas de solution aujourd'hui pour pallier à ce problème. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. OK. Et là, on va pouvoir commencer à se présenter et aller présenter un argumentaire en fonction de ce qu'il vient de nous dire. Et là, vous êtes gagnant parce que vous avez toutes les informations clés. Donc là, vous allez pouvoir repartir sur le storytelling. Nous, voilà pourquoi on existe, voilà notre mission. Voilà ce en quoi notre produit peut vous aider, notre solution, notre service. Si effectivement vous ne l'avez pas en visio, mais que uniquement en téléphone, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous mettre devant la présentation pour être sûr d'allier le son et l'image? Et ensuite, évidemment, n'oubliez jamais d'énoncer toutes les conditions d'achat, de vente, l'achat ferme, le dépôt, les minimums d'achat, les acomptes, la livraison, etc. Donc ça, c'est dans le cadre d'une vente, on va dire, à un magasin. En B2B grand compte, ça va moins être le cas. Mais n'oubliez pas ça parce que c'est important, parce que ça va tout changer. Est-ce qu'on parle hors taxe? Est-ce qu'on parle TTC? De quoi on parle? Il faut que ça soit clair dans la tête des clients une fois, de vos prospects. Et ce qui est important de faire, c'est en premier de parler du prix. Quand on vous demande, OK, combien c'est? OK, mon prix, c'est 10 € et voilà ce que comporte mon prix. Listez, répétez, même si vous l'avez dit 10 fois dans votre présentation. Vous ne pouvez pas juste dire, bah, moi, ça coûte 10 €. C'est impossible parce que la personne va rester sur le prix et pas sur la valeur que vous allez apporter. Donc, mon produit coûte 10 € et pour 10 €, vous avez droit à ça, 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 ça et ça. Il faut que à la fin, l'interlocuteur ait la valeur que vous apportiez en tête et pas le prix qu'il va payer. Enfin, traitement des objections. Effectivement, s'il y a des objections, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut lister les objections, les traiter. Et si malheureusement, il y a des no-go, si des personnes vous disent non, ce n'est pas possible, il faut absolument que vous compreniez pourquoi. Parce que c'est les no-go les plus importants. Parce que ceux qui vous disent non,
Ça veut dire soit qu'ils ne sont pas intéressés, soit que ce n'est pas, non, soit que c'est pas la bonne cible, soit qu'ils n'ont pas compris votre produit. Et donc, des fois, vous allez pouvoir rattraper un non, et des fois, vous allez comprendre que votre produit ne correspond pas à telle cible. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter d'un non. C'est impossible de se contenter d'un non. Il faut demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est très important. Et inviter l'interlocuteur à s'exprimer afin vraiment de comprendre ses freins. Et enfin, dernière étape, le closing. Donc, la closing, c'est annoncer la suite du processus. OK, donc on va partir. Je te vois, Pierre, parce on sait ce qui va se passer à cette slide. Sur le closing, on va annoncer la suite du processus et donc lui expliquer les prochaines étapes. Et pour notre prochaine étape de vente, de collaboration, hyper important. Et sinon, encore une fois, s'il n'est pas d'accord, pour collaborer avec vous, il faut comprendre pourquoi, pour mieux anticiper la prochaine fois. Qui était le décisionnaire? Quels sont les problèmes de trésorerie possibles? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de saisonnalité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de type de produit? Bien sûr, il peut y avoir d'autres choses. Mais déjà, ces 4 points-là, ça va balayer pas mal de vos non et de vos no-go. Merci beaucoup, Joris. Alors, on n'a pas énormément de temps encore devant nous. Alors, une question, c'est comment passer d'une prospection physique, exemple un salon professionnel, à une prospection digitale? La question est vraiment dans l'air du temps. Oui, eh bien, tout simplement en passant par les moyens traditionnels, hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y a des salons digitales qui existent. J'en ai fait un pas plus tard que la semaine dernière. Il y a des webinars avec des personnes qui donnent leurs contacts. Et après, il faut aller évidemment les contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. C'est une autre démarche et c'est un autre style d'approche qui est peut-être un peu plus long que via un salon traditionnel. Mais en fait, c'est tout simplement de passer par les autres moyens qui existent à notre disposition, comme LinkedIn, comme Instagram, comme les emails, comme les calls, pour réussir à obtenir votre interlocuteur en ligne. Donc oui, ça va être plus long, oui, ça va être plus fastidieux, mais aujourd'hui, c'est les seules solutions qu'on a et il faut les utiliser. Très bien. Et enfin, une dernière question, c'est au niveau des grands comptes, voilà, quelle stratégie faut-il mettre en place pour vendre aux grands comptes? Ouais, là, c'est une bonne question que tu me poses, Pierre. Il faut mettre en place une stratégie ABM, Account Based Marketing. Oui, je sais, il y a beaucoup de marketing dans mes mots, mais ce n'est pas moi qui les ai inventés. Donc, l'Account Based Marketing, c'est une stratégie globale de croissance impliquant au même niveau les services vente et marketing. Et il a pour objectif, grâce aux techniques d'identification, de concentrer l'effort des entreprises sur les clients à fort potentiel. Et cela à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit la prospection, la fidélisation, le cross-sell ou l'upsell. En fait, l'objectif d'une stratégie ABM, c'est quoi? C'est vraiment d'aller, en premier lieu, identifier vos top 10 clients qu'il faut absolument avoir. C'est qui les top 10? Ceux qui vont me rapporter le plus de valeur. Ensuite, vous avez vos top 100. Quels sont les clients, les 100 clients qui, eux, oui, vont me rapporter de la valeur, mais sur lesquels je vais mettre moins d'efforts parce que ce n'est pas eux qui vont me rapporter le plus de valeur. Malgré tout, ils restent stratégiques. D'ailleurs, ils s'appellent des comptes stratégiques et les autres s'appellent des comptes clés. Et enfin, les comptes secteurs prioritaires. Et sur cela, c'est sur cela qu'on va pouvoir mettre un niveau de personnalisation sur les emails et les calls et les messages LinkedIn moins important. Parce que là, on va être plus dans la masse. On va être sur environ 1000 prospects. Donc, sur le T3, la base de la pyramide, on va faire une personnalisation minimum. Sur le T2, le compte stratégique, on va faire une personnalisation quand même assez poussée, mais pas incroyable. D'accord. Et sur les T1, on va personnaliser à fond. Il faut que chaque info soit hyper personnalisée pour être sûr d'avoir ces comptes clés générateurs de valeur qui vont vous permettre de passer un cap en termes de chiffre d'affaires. Donc oui, ça va vous demander du temps, mais derrière, une fois que vous allez dealer, eh ben, vous allez pouvoir avoir un beau rendement. Et ça marche aussi bien, j'ai envie de dire, auprès des personnes qui s'adressent à des boutiques qu'à des personnes qui s'adressent à ou qui vendent des services. Exemple, je vends une boutique, bah, peut-être que mon top 10, ça va être d'aller chercher les Galeries Lafayette, d'aller chercher le BHV, d'aller chercher le drugstore parisien, peut-être.
D'autres diront, oui, mais moi, je préfère commencer par les petites boutiques pour tester mon produit et après aller voir les grands. C'est aussi une possibilité. Mais gardez en tête que cette stratégie ABM, elle peut être mise en place après. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en place tout de suite si vous voulez vous rassurer, vous, sur la pertinence de votre produit et être sûr que ça fonctionne. Voilà. Et l'inbound marketing, effectivement, on va minimiser l'inbound marketing sur la partie haute de la pyramide parce que ce seront une stratégie de contenu qui sera peut-être moins pertinent sur les comptes clés parce que vous allez leur envoyer des emails déjà tellement personnalisés qu'ils ont peut-être moins besoin d'avoir du contenu, surtout que c'est des emails en général très généralistes, les emails d'inbound marketing et qui ne seront pas personnalisés. En revanche, justement, dans les emails de personnalisation, n'hésitez pas à mettre un petit article, une petite étude. Tiens, j'ai vu cet article-là, peut-être que ça peut vous intéresser. C'est sur les nouvelles tendances du merchandising pour votre magasin. J'ai vu un article sur la qualité de vie au travail pour votre entreprise. Ça peut vous intéresser, je vous le laisse là. Et enfin, préqualification, hyper important en stratégie ABM. Donc, bien comprendre ce que fait vos clients, ce que fait votre entreprise, hyper personnalisation, multicanal, donc email, LinkedIn et pourquoi pas appel. Et enfin, c'est ce que j'appelle la stratégie du requin, c'est-à-dire partir dans un grand compte, en tout cas, partir du bas de la pyramide, c'est-à-dire de ceux, là on parle d'une pyramide hiérarchique, ce n'était pas la même pyramide qu'avant, partir dans l'organigramme de personnes qui ont des responsabilités moindres par rapport à ceux que vous ciblez. Faites des rendez-vous avec eux, faites des visios avec eux, échangez avec eux sur leurs problématiques pour bien comprendre les enjeux de l'entreprise. Et derrière, vous allez pouvoir aller cibler ceux qui sont en haut de la pyramide hiérarchique et arriver vers eux avec des infos et une vraie connaissance des enjeux de l'entreprise. Et comme ça, votre discours, grâce à votre discours, vous allez montrer que vous connaissez parfaitement les enjeux et vous allez même pouvoir faire des références aux collaborateurs qui sont plus bas et qui, eux ont peut-être ces problématiques que ceux du dessus n'ont pas ou dont ils n'ont aucune idée. Et là, vous allez pouvoir leur dire, ouais, mais en fait, ma solution, elle va aider vos Jacqueline, Richard et Jacques, ces trois RRH qui vont pouvoir qui ont des problématiques sur ce sujet-là. Donc peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je sais que Jacqueline, Jacques et Richard, ils ont ces problèmes-là. Voilà. Merci Joris pour cette présentation très complète. Alors, on va maintenant passer aux séries de questions-réponses. Et je vois dans le chat que nous avons une question de Fadila qui nous dit ma cible sont les représentants du personnel. Ce sont des salariés qui sont élus par leurs collègues de travail. Quel serait, selon vous, le meilleur moyen pour les prospects, sachant qu'il n'existe pas d'annuaire pour cette cible? Alors, c'est les représentants du… Tu peux répéter, s'il te plaît? Les représentants du personnel. OK. En fait, moi, ce que je ferais pour les représentants du personnel, c'est que j'enverrai un email à des personnes un peu lambda dans la boîte et je leur demanderai bonjour, est-ce que vous connaissez En fait, là, pour le coup, c'est une stratégie large de base, c'est-à-dire que tu as une boîte de 100 personnes, tu en prends 50, tu fais un email pas du tout personnalisé et tu envoies bonjour, je suis à la recherche de votre responsable du personnel, pouvez-vous m'aiguiller? Et tu envoies 50 messages ou 50 mails à l'ensemble de ces personnes. Et ensuite, quand on te répond, là, tu vas pouvoir faire des emails plus personnalisés. Alors, merci beaucoup. On a aussi plusieurs entrepreneurs qui nous demandent si tu accepterais de donner tes slides. Oui, bien sûr. Si c'est possible d'avoir accès au PowerPoint. OK, génial. Ensuite, on a une autre question. Plus qu'une gêne, on a parfois l'impression de mendier une réponse des prospects. Qu'en pensez-vous? Enfin, le métier de développeur commercial, ce n'est pas un métier facile. C'est dur d'obtenir des réponses. Parfois, ils prennent du temps. Ils ne répondent pas tout de suite. C'est compliqué. On a un effet tunnel qui fait qu'ils veulent bien collaborer avec vous, mais 2-3 semaines plus tard, il n'y a toujours pas de réponse. En fait, c'est juste un métier difficile. Et donc, ça demande de la résilience et de la détermination. Et des fois aussi d'être malin et rusé pour pouvoir passer par d'autres moyens que les moyens conventionnels. Parfois, envoyer un texto, vous aurez plus de réponses que faire un appel ou envoyer un email. Pour réagir, donc, on a une question de Margot qui nous dit ma cible rêvée sont les grandes maisons de disques. Des conseils?
Les grandes maisons de disques. Moi, déjà, ce que j'irais peut-être, je réfléchis, j'irais peut-être voir l'ensemble des artistes labellisés par ces maisons de disques et j'irais voir les plus petits artistes pour essayer de leur demander des conseils ou des contacts. Peut-être des agents aussi, les grandes maisons de disques. Et sur LinkedIn, hein, j'imagine que si Universal, c'est considéré comme une grande maison de disques, par exemple, et que vous voulez aller voir Universal, allez sur LinkedIn et allez contacter un maximum de personnes sur LinkedIn de cette entreprise. Vous voulez rentrer chez Universal, et ben vous contactez tout le monde chez Universal pour qu'on vous oriente vers le bon contact qui correspond à votre produit. Ok, génial. Et d'ailleurs, Alors, et d'ailleurs, en oui, parlant de ça, hop, je vous mets un lien vers un document de stratégie ABM qui sera plus complet que ce que je vous ai présenté. merci beaucoup, Joris. Alors, on a Loïc qui nous dit: bonjour, personnellement, je souhaiterais proposer mes services justement envers les associations de personnes à mobilité réduite. Comment faire ou qui contacter? Je te conseille de contacter HUP Entrepreneur. Mais non, sinon, de répertorier toutes les associations qui sont en contact avec les personnes à mobilité réduite, euh, tous les organismes d'État qui s'occupent aussi des personnes à mobilité réduite. J'imagine qu'il y a aussi dans les mairies parisiennes des personnes qui sont en charge des personnes à mobilité réduite. J'imagine qu'il y a aussi des entreprises et des organismes dédiés pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer. J'imagine qu'il y a aussi des entreprises spécialisées dans la vente de fauteuils, par exemple, et d'aller aussi suivre sur Instagram et LinkedIn toutes ces personnes et toutes les personnes qui suivent tous les followers de ces comptes, tous les followers de ces comptes LinkedIn, de ces comptes Instagram et LinkedIn, pardon. Alors, on a une autre question et ce sera presque la dernière puisque le temps nous presse. C'est une question de Véronique qui nous demande comment démarcher commercialement quand on exerce dans le secteur de la santé, soins, psychologie. Bien là, il faut démarcher donc les docteurs et les psys. Là, je pense que si vous allez sur Doctolib, vous avez une base de données magnifique à avoir pour avoir l'ensemble des psys et des docteurs. Eh bien là, deux choses. D'abord, envoi d'email auprès du secrétariat, etc. Puis appel, hein. Là, je pense que sur les docteurs et les psys, il va falloir prendre son téléphone et le décrocher assez rapidement. Ouais. Alors, merci Joris pour toutes vos réponses. Je vois qu'il y a énormément de questions dans le chat. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui. En revanche, Joris propose un rendez-vous individuel de 30 minutes avec lui pour échanger autour de votre stratégie commerciale. N'hésitez donc pas à le contacter sur son mail pour prendre rendez-vous avec lui. Son mail devrait s'afficher dans le chat d'ici peu. Et pour ceux qui ne peuvent pas lire le chat, je vais vous dicter son mail. Alors, c'est joris.lemonclass@gmail.com. Joris, Joris, Lemonclass, @gmail.com. Merci à vous tous pour vos questions. Chers entrepreneurs, n'hésitez pas non plus à postuler à notre programme Rebond pour booster votre activité professionnelle. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le programme Rebond, je vous invite à me laisser votre numéro de téléphone dans le chat et je ne manquerai pas de vous rappeler rapidement. Et puis également, pour que l'on puisse améliorer nos prochaines présentations, nous vous envoyons un questionnaire pour avoir votre retour sur la qualité de ce webinaire. Il vous prendra moins d'1 minute à compléter. Sachez également qu'on aura prochainement un prochain webinaire sur la thématique du télétravail. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir bientôt toutes les informations à ce sujet. Merci beaucoup, Joris, pour votre présentation. Merci beaucoup, Aurélie. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, je reste encore disponible dans le chat pour les dernières interrogations jusqu'à 15 h. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Joris. Merci.
suis en train de mettre des derniers contenus pour tout le monde. Alors, j'ai reçu un message. Donc, le prochain webinaire, ce sera télétravailler avec agilité et accessibilité. Quels trucs et astuces d'entrepreneurs? Donc, il aura lieu le vendredi 28 mai de 9 h à 10 h. Le lien est en description dans le chat. Merci. Et puis, merci de nous partager également votre avis sur la qualité de ce webinaire, sur le lien qui s'affiche à l'instant. C'est un webinaire qui vous prendra environ 1 minute à compléter, qui nous aidera à améliorer les prochains webinaires. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de réactions. Merci Joris pour tous vos messages. Avec plaisir. Et puis, je vous tiendrai au courant. Bien sûr, vous pourrez revoir ce webinaire en replay sur le site Rebond. On vous a envoyé le lien tout à l'heure, on peut vous le renvoyer à l'instant. Donc, ce webinaire sera disponible en replay très prochainement et tous nos précédents webinaires sont disponibles sur le site du programme. Merci beaucoup de prendre 1 minute pour compléter le questionnaire de satisfaction. C'est vraiment important pour nous pour avoir votre retour sur la qualité du webinaire et sur votre satisfaction pour nous améliorer dans nos prochaines présentations. Merci. Où est le questionnaire? Je ne vois pas le lien. Vous allez recevoir le lien très prochainement. Voici le lien. Est-ce que c'est bon pour vous, Véronique et Margot? Pierre, moi, je dois y aller. Si tu veux, on se rappelle après. Oui, merci beaucoup, Joris. Merci énormément. À bientôt. Merci pour Au tout. revoir. Au revoir. Tout le monde. Au revoir, Aurélie. Au revoir. Merci beaucoup, Aurélie. Tu peux nous quitter. C'était parfait. Merci beaucoup, comme d'habitude. À bientôt. Merci, à Au revoir, bientôt. Aurélie. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Alors, pour ceux qui restent, chers entrepreneurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur le programme Rebond TIH pour booster votre activité professionnelle. Nous vous envoyons le lien. N'hésitez pas à laisser vos numéros de téléphone pour que je puisse vous recontacter pour vous donner plus d'informations. Merci beaucoup. Tout est présent dans le chat. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faudra pour analyser toutes les informations. Merci Véronique, c'est bien noté. Je vous recontacterai très rapidement. Au revoir Loïc, au revoir tout le monde, tous ceux qui doivent partir, au revoir. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci Sylvain pour votre numéro, je vous recontacterai également. Merci à tous pour vos messages et pour votre intérêt pour HEP. Il est l'heure de terminer ce webinaire. Oui, alors Margot, voici le lien. Je termine du coup. Oui, merci à tous, au revoir, merci d'avoir participé. À bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir.